En politique, une absurdité n'est pas un obstacle. Napoléon Bonaparte. Oh, je suis pas content. Il y a De Rugy qui rentre au gouvernement. Ouais, François de Rugy. C'est donc lui qui va remplacer Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique. De Rugy, c'est un peu un homme fort, sur lequel Emmanuel Macron a toujours pu se reposer. On n'est pas sur un second couteau bras cassé qui a rejoint l'équipe au dernier moment par opportunisme. Et ça fait du bien. Il y a des Français qui sont tentés par ce que propose Emmanuel Macron. Ah, tu m'étonnes qu'il y en a qui sont tentés. Attends, cumuler une retraite de ministre, une retraite de président de l'Assemblée nationale et une retraite de député, il y en a à qui ça fait du bien, Quoi, c'est pas de lui qui parle? Ah bon? Emmanuel Macron, il est encore assez flou sur son projet, ses propositions, et surtout, il y a un grand trou noir, c'est l'écologie. C'est-à-dire qu'il ne parle pas, ou presque pas, d'écologie lorsqu'il s'exprime ou lorsqu'il rédige des propositions. Aïe, ah oui, là ça commence mal, Quelque chose me dit qu'on est passé d'un trou noir à l'écologie à un trou du cul à l'écologie. Entre Hamon désigné et Macron à côté, vous n'hésiterez pas? Ah ben, je considère qu'on ne va pas participer à la primaire pour ensuite dire je vais me présenter. Si on participe à la primaire, on ne se présente pas ensuite à l'élection présidentielle, ou finalement je soutiendrai quelqu'un d'autre. Il faut être cohérent. Ah voilà, il a raison De Rugy, il faut être cohérent. Mais quoi, putain, mais oh là là, vous me saoulez, Il est cohérent, De Rugy, dans le renoncement moral, l'opportunisme politique, la trahison des valeurs, voilà, là, il est cohérent, je veux dire, ils sont cohérents à La République En Marche, il suffit juste de comprendre ce qu'ils disent, pourquoi vous voulez pas vous y mettre À mon avis, il n'est pas ministre de la transition écologique, il est ministre de la trahison écologique. C'est presque la même chose. Et puis c'est bien De Rugy à l'écologie. Le mec, c'est tellement une girouette qu'il va nous économiser au moins 50% d'éoliennes. Il se torche tellement le cul avec ses convictions qu'il est encore plus écolo que des toilettes sèches. Bon, par contre, ça pue toujours autant la merde. Puis ce qui est bien avec La République En Marche, c'est qu'on n'a pas que des nouveaux ministres, on a des nouveaux visages partout. On a même un nouveau président du MEDEF, en la personne de Geoffroy Roux de Bézieux. C'est marrant quand même, la politique 2.0, parce que tu sens qu'il y a des nouveaux noms, Anissa Keder, Daniel Obono, mais quand on est sur le MEDEF, on reste quand même sur des blazes un peu Montjoie-Saint-Denis, quoi. Tu sens que là-dessus, non, ça progresse pas des masses. Est-ce que vous êtes d'accord avec le numéro 2 du parti Les Républicains, Guillaume Pelletier, qui a proposé la semaine dernière, chez nos confrères de France Inter, il a dit on pourrait augmenter le SMIC de 10, 15, 20%. Je crois que c'est pas sérieux. Honnêtement, c'est pas sérieux. C'est les Républicains, c'est pas. Mais la France Attention, c'est sérieux, c'est les Républicains. C'est pas la France Insoumise. Non, vous avez mal compris. Là, on est sur RTL. Oh putain, elle a peur de rien, l'autre. Que ce soit les Républicains ou la République En Marche ou le Parti Socialiste, nous on regarde les mesures non pas en fonction de qui les propose, mais sur le résultat économique. Alors, le SMIC horaire, il est à combien aujourd'hui? En horaire, je sais pas, en mensuel 1280 net, quelque chose comme ça. Oh, quel dommage! Le juste prix était de 1170 €. C'est raté, mon Geoffroy, mais heureusement, tu peux repartir avec la boîte de jeu. Here comes a new challenger! Oh merde, si proche du but. Attends 2 secondes pour la boîte de jeu. Visiblement, il y a un concurrent. Il y a combien d'aides sociales ou d'allocations aujourd'hui en France? Il y en a beaucoup, alors je sais le nombre exact, je ne sais pas. Ah ouais, donc lui, il sait carrément pas. Il ne tente même pas. C'est pas la peine de s'inscrire au jeu si t'as pas révisé. Le ministre du Budget ne sait pas combien. Non, parce que je pense que ça dépend beaucoup aussi de si vous mettez les aides des collectivités locales. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a trop. Ah ouais, d'accord. Ah non, pardon, autant pour moi. Lui, il est encore un level au-dessus. C'est-à-dire qu'il sait pas combien il y en a, mais par contre, il sait qu'il y en a trop. Bon, désolé, la boîte de jeu part à Gérald. Enfin bon, en même temps, je me moque, mais moi, je peux pas comprendre. Je suis pas un professionnel. Moi, je suis qu'un prolo. C'est vrai qu'il baisse les aides sociales, il baisse les salaires, mais c'est normal. Il y a la dette. Les règles sont faites pour tous. Elles ne sont pas des règles anti-françaises. Elles ne sont pas des règles anti-service public. Parce que soyons conscients quand même que quand on s'endette, et en ce moment, on s'endette avec des taux d'intérêt très bas, on compromet l'avenir, parce qu'un jour, les taux d'intérêt finiront par remonter. Et quand les taux d'intérêt remonteront, à ce moment-là, le service de la dette va remonter. Et plus le service de la dette remontera, moins on pourra faire pour l'éducation, pour la justice, pour l'hôpital. Et in fine, les économies qu'on fait aujourd'hui, qui doivent être, encore une fois, je le répète, des économies socialement justes et efficaces, chaque mot compte. Ces économies-là, ce ne sont pas des sacrifices de services publics, c'est simplement une meilleure gestion
de l'État, c'est une dépense publique de qualité, et si on fait ainsi, on préservera nos services publics. Si on ne le fait pas, à un moment venu, la dette se vengera. Ah ouais, carrément, elle va se venger la dette et tout. C'est sur son petit nuage, elle va nous balancer la foudre et les criquets, ce sera une vengeance divine. Il faut que t'arrêtes de fumer, copain. Alors, premièrement, la dette, c'est pas une divinité. Deuxièmement, c'est pas la dette qui va se venger, c'est les créanciers qui vont se venger. Troisièmement, c'est pas une vengeance, parce qu'ils ont déjà été remboursés depuis longtemps, c'est juste qu'ils ne feront pas plus d'intérêt qu'ils n'en ont déjà fait. Et dernièrement, sans déconner, quand je vois le niveau de conneries que tu débites sur les plateaux télé, c'est pas vraiment de la dette qu'il faudra avoir peur, c'est plutôt du jour où le peuple va se venger. Et donc du coup, pour éviter el famoso vengeance divine de la dette mammonique, hein, on empiète, et les premières victimes de ce piétinement généralisé sont bien évidemment les personnes âgées. Mais comme nous l'explique Christophe Barbier, le gouvernement n'est pas plus inquiet que ça sur d'éventuelles répercussions. Ben voilà, la question politique, c'est des retraités en colère. Encore une fois, est-ce que ça peut être dangereux ? À long terme, je ne crois pas. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que d'ici la fin du quinquennat, il y aura peut-être l'occasion de donner un petit peu pour les retraités, et notamment de leur faire comprendre que les baisses de taxes d'habitation vont compenser un peu l'effort qu'on leur demande. Là, l'erreur du gouvernement, c'est une erreur dans le calendrier. Faire la mauvaise potion d'abord et peut-être la bonne après. Ensuite, il y a chez les retraités une attention aussi à ce qui se passe chez leurs enfants et leurs petits-enfants. Si d'ici la fin du quinquennat, ces gens-là voient que ça va quand même beaucoup mieux, que les petits-enfants ont trouvé du travail et que les enfants, eux, ont gagné du pouvoir d'achat, peut-être qu'ils seront un peu plus indulgents à l'écart du gouvernement. Et puis, sans tomber dans le cynisme, il y a beaucoup des plus âgés de ce pays qui ne seront plus électeurs en 2022 parce qu'ils seront morts. Et voilà. Et voilà. Sans tomber dans le cynisme, hein, il a quand même précisé. Du coup, je me demande, ça ressemble à quoi quand il tombe dans le cynisme, Christophe Barbier ? Ensuite, financièrement, oui, c'est un faux problème. Nous ferons payer la facture. Alors à qui ? Nous ferons payer la facture à ceux pour qui nous faisons ce travail difficile, douloureux, qu'est l'action militaire. D'abord nos alliés, l'ONU, l'OTAN, l'Union européenne. Il faudra mutualiser les coûts de tout cela. Les Allemands ne participent pas, mais ils peuvent aussi payer un peu la facture, puisque en Libye, nous travaillons aussi pour que toute l'Europe soit préservée de dommages collatéraux. Et puis, les pays que nous libérons. La Libye, la Côte d'Ivoire, ce sont des pays qui ont des ressources. Eh bien, ces pays nous rembourseront en avantage, notamment en matières premières, en énergie par exemple. Ils pourront aussi nous acheter des matériels militaires. On arrivera peut-être à vendre quelques rafales un jour. Et puis il y a enfin quelque chose qui ne se quantifie pas, mais c'est ce qu'on appelle le rétex, le retour d'expérience. Nous allons, sans être cyniques, améliorer nos matériels, améliorer nos méthodes, avec l'expérience retirée de ces conflits. Ça nous permettra d'être encore plus compétitifs sur ce marché. Là aussi, sans être cynique, c'est un marché réel. Ah, mais t'es chiant là aussi, il a dit sans être cynique. Non, je te dis à quoi ça ressemble Christophe Barbier quand il est pas cynique. Christophe Barbier, je peux vous dire que c'est un document BFM TV, Christophe Barbier. Mais non, il fait bien. Les hanches un peu raides, Christophe Barbier. Ouais, non mais je crois que je préfère avec cynisme à ce moment-là. Et puis bon, d'un autre côté, ils ont raison tous ces gens-là. Faut arrêter de penser en termes de gna gna gna, on n'augmente pas les salaires, gna gna gna, on baisse les retraites. Oui mais non, Emmanuel Macron c'est pas donner de l'argent à rien foutre. Emmanuel Macron ce sont chaque jour des nouvelles opportunités d'emploi, des nouvelles opportunités de carrière. Regardez, j'en ai encore vu une avant-hier. Police, devenez collaborateur occasionnel. Voilà! Ça, c'est des opportunités d'emploi qui n'existaient pas avant. Alors du coup, vu que ça m'intéresse, juste une petite question. On est bien d'accord que moi aussi, j'ai le droit à la Renault Talisman de fonction, au Glock 17 de fonction, la baraque à Saint-Tropez, les coques, les putes, l'immunité diplomatique, le pass VIP à l'Assemblée nationale, et... Ah non, j'ai pas droit à ça. Ah ouais, mais vous êtes chiants aussi, les mecs, ils font toute une offre de lancement avec Benalla, puis après dans le réel ça suit pas quoi, c'est comme Itinéris, c'est chiant. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, une première bonne nouvelle du jour de cette saison 5, et rassurez-vous, c'est une putain de bonne nouvelle, il existe encore des députés La République En Marche qui sont investis, qui s'engagent, et qui vont même plus loin à l'image d'Aurore Berger qui elle a carrément décidé de militer. Et attention, tenez-vous bien, elle milite pour qu'il y ait des chats à l'Assemblée nationale. Voilà, ça... Bah quoi, c'est très bien, des chats à l'Assemblée nationale. Parce que les chatons, c'est mignon, c'est cute, voilà, c'est destruction du code du travail, mais kawaii. Voilà, c'est destruction du code du kawaii. Et puis c'est pas une mauvaise idée, peut-être que les chats vont enfin nous débarrasser de tous ces rats qui squattent à l'Assemblée nationale. Quoi qu'il arrive, même si les chats ça bouffe les rats, il restera toujours le problème du loup qu'on a à l'Élysée. Et puis bon, quand bien même les chats arriveraient à bouffer le loup, il restera toujours suffisamment de moutons pour revoter une nouvelle fois pour les éléphants du PS. Enfin bon, une chose est sûre les amis, la tête de l'inote de l'Assemblée nationale nous prend presque autant pour des ânes que la dinde du secrétariat à l'égalité homme-femme, et quand je vois toute cette ménagerie de blaireaux, j'ai malheureusement bien peur que tout ça finisse en déluge, façon Noé. Je suis pas content!